Bonjour Patrick Beko. Bonjour Philippe. Merci beaucoup d'accepter de venir pour qu'on discute de géopolitique notamment. Est-ce que tu peux commencer par te présenter pour les gens qui ne te connaissent pas encore? Je m'appelle Patrick Mbeko, je suis d'origine congolaise, RDC, et je suis auteur de plusieurs ouvrages sur les conflits armés en Afrique. Très bien. Je voudrais qu'ensemble, on puisse parcourir un certain nombre de sujets liés à la géopolitique en Afrique, parce qu'en tant qu'entrepreneur, je pense qu'il est important de comprendre les enjeux des endroits où on va investir et du monde qui nous entoure. On va commencer par ton pays d'origine, la RDC, dont le président Félix Tshisekedi, qui vient de brader son deuxième mandat, a eu une interview qui, pour le moins qu'on puisse dire, a surpris par la tonalité de ce qui a été dit. Il a utilisé des termes assez crus. Du moins, ce n'est pas le langage diplomatique qu'on a l'habitude d'entendre. Déjà, de manière globale, qu'est-ce que tu as pensé du ton utilisé par le président congolais, qui d'ailleurs, précédemment, avait été parfois menaçant vis-à-vis du président rwandais Kagame? Je crois que le ton, quand on connaît un peu la personnalité de Félix Tshisekedi, on n'est pas beaucoup surpris par le ton. Personnellement, je crois que cela se comprend aussi au regard des crimes qui sont commis à l'est de la RDC par le groupe terroriste M23 qui est soutenu par le Rwanda. Alors, tu les appelles groupes terroristes? Exactement, parce que c'est la définition même du terrorisme, c'est qu'ils font là-bas. À l'est du Congo, tuer les femmes, les hommes, les enfants, euh, traumatiser les populations civiles locales, participer au pillage des ressources naturelles pour le compte d'un pays étranger, en l'occurrence le Rwanda, tout ça relève du terrorisme en effet. Alors, il se trouve que le, le- le- la position que l'on a sur le M23 est assez différente en fonction d'où on se situe. Le Rwanda, le président rwandais notamment, se désolidarise en disant qu'il n'est pas au courant, enfin, il ne reconnaît pas euh, un travail de son pays avec le M23. Le problème, c'est que c'est pas ce que disent les experts des Nations Unies, hein. C'est ça, c'est-à-dire que si on met de côté les Rwandais et les Congolais qui peuvent avoir des positions subjectives, si on veut, au regard de leur positionnement, on ne peut pas dire la même chose des experts des Nations Unies qui ont documenté le soutien apporté en 23 par le Rwanda depuis 2012. Hein, ce n'est pas une affaire qui date de 2022, c'est depuis 2012, lors de la première apparition du M23 dans le décor des Grands Lacs africains. Et tous les experts qui sont très différents, qui proviennent de plusieurs pays et qui ont été mandatés par le Conseil de sécurité, ont clairement montré comment le M23 n'est pas seulement soutenu, il a été fabriqué par le Rwanda et l'Ouganda, parce qu'on l'oublie aussi. Et les chefs des services, les responsables des renseignements de ces pays se sont confiés aux experts de l'ONU et ont clairement décrit comment le Rwanda le soutient. Si vous lisez le dernier rapport des Nations Unies, pas l'avant-dernier, de 23 juin 2023, on cite les noms des officiers rwandais qui sont impliqués au plus haut niveau. On parle des éléments des forces spéciales, le commandant des forces spéciales, du général James Kabarebe, qui était l'aide de camp de Kagame, qui est devenu le ministre de la Défense et qui est aujourd'hui, encore une fois, à la tête d'une structure qui chapeaute des activités du Rwanda dans la région des Grands Lacs. Donc, c'est une implication qui est amplement documentée, hein, même par les ONG étrangères. Donc, au-delà de ce que disent les Congolais, il y a quand même une documentation pléthorique sur l'implication du Rwanda dans cette histoire du M23. Alors, on fera une vidéo spéciale dédiée au Rwanda dans laquelle on aura l'occasion de pouvoir rentrer peut-être dans le détail de tout ceci. Je voudrais qu'on prenne quelques extraits de la communication du président congolais Félix Tshisekedi pour que tu réagisses à chaud par rapport à ce qu'il a pu dire sur un certain nombre de thématiques. Comment est-ce que juger le mémorandum d'entente qui était conclu entre l'Union européenne et le Rwanda au mois de février pour favoriser le développement des chaînes de valeur durables et résilientes pour les matières premières? Comme une prime faite à la guerre et au pillage, tout simplement. Parce que je vous dis, il n'y a pas 1 gramme de ces minerais dans le sous-sol rwandais, pas 1 gramme. Tout est pillé en République démocratique du Congo. Je vous ai expliqué de quelle manière ça arrive au Rwanda. C'est estampillé par une ONG qui valide le fait que ce soit des minerais rwandais et propres, et c'est expédié justement vers ces entreprises-là. Ça, c'est scandaleux. Que l'Union européenne valide un tel marchandage, un vil marchandage, c'est dégoûtant. Alors, on vient d'écouter un certain nombre de déclarations du président Félix Tshisekedi. Commençons peut-être par la dernière.
dans laquelle il expose, d'après lui, le mécanisme par lequel les minerais sont extraits en RDC, sortis du pays au travers de probablement du M23, validés par une ONG, généralement internationale, sur la probité de ces matériaux-là, et ensuite vendus au reste du monde. Est-ce que dans tes enquêtes, tu valides ce schéma-là? Je le valide amplement et ça a été documenté depuis 2001. Donc, c'est même pas nouveau tout ça. On le sait, ça. Les États-Unis le savent, l'Union européenne le sait. Je suis totalement d'accord avec M. Félix Tshisekedi quand il dit que c'est honteux comme processus. Et d'ailleurs, dans mon dernier livre, on va revenir sur le livre, j'en parle, je montre comment ces minerais sortent et j'essaie aussi d'expliquer les connivences et l'hypocrisie qui entourent quand même cette politique de prédation qui ne dit pas son nom. Il explique dans son livre, dans l'interview, il parle du fameux miracle économique rwandais en disant que c'est de la poudre de perlimpinpin, que c'est finalement un mirage parce que le reste du pays est très pauvre et surtout, ceci s'appuie essentiellement sur le pillage de la RDC. Mais il a en partie raison parce que et ça, tout le monde le sait. Encore une fois, c'est que aujourd'hui on en parle comme ça, comme si c'était une nouveauté. Mais ça aussi, ça a été documenté par les Nations Unies. Et c'est vrai que le Rwanda, je rappelle toujours que le Rwanda dépend de l'aide étrangère à hauteur de 40%. C'est quand même important de le dire. Ce sont les pays occidentaux, ce sont les bailleurs de fonds occidentaux qui financent aujourd'hui en partie l'économie rwandaise. Une autre partie de l'économie dépend de la contrebande des ressources naturelles qui proviennent de la RDC aussi. Mais par-delà tout, et l'honnêteté intellectuelle m'oblige aussi à dire qu'il y a quand même aussi une certaine gestion de la chose publique au Rwanda qu'on ne retrouve pas en RDC, c'est une réalité aussi. Mais ce qui est sûr, si on parle de prédation, il est vrai que le Rwanda vit en partie de la contrebande et de l'exploitation illicite de ressources naturelles congolaises. Alors, il dit dans cette interview que tout ceci se fait avec la complicité de l'Occident. Qu'est-ce que l'Occident a gagné à couvrir de tels crimes? Mais ça, c'est depuis, encore une fois, en 2001, le rapport de l'ONU de 2001 a été riche en enseignements parce que à l'époque, les Nations Unies avaient quand même identifié près de 85 compagnies étrangères, 85 en pleine guerre en RDC. Il y avait des multinationales occidentales à l'intérieur. Et c'est vrai que les temps changent, mais les pratiques restent les mêmes. Ce sont des méthodes parfois qui vont évoluer. Et l'Occident a gagné parce que nous sommes à une époque assez charnière dans l'histoire des relations internationales. On le voit aujourd'hui avec la guerre en Ukraine, avec la recomposition géopolitique du monde et surtout l'attrait pour les ressources stratégiques qui font l'économie du XXIe siècle. Et le Congo est l'un de ces pays-là qui a ces ressources-là désirées par l'Occident et on utilise le Rwanda, on préfère passer par le Rwanda pour atteindre cet objectif. Dans mon livre, je cite un expert de l'ONU qui explique qu'il a dit devant le comité des sanctions des Nations Unies que près de 150% des revenus, je dis bien 150% des revenus, donc en fait, entre 100 et 150% des revenus du Rwanda proviennent de l'exploitation illicite de ressources naturelles. Il a expliqué que, carte à l'appui, avec des preuves, parce que c'est un expert occidental de l'ONU, que ces ressources sortaient du Rwanda, sortaient de la RDC, estampillées Made in Rwanda, et puis ça allait en Occident. Il a dit personne n'a voulu réagir. On lui a même dit de communiquer ces données oralement, pas de noter ça dans un document officiel, parce que ça reste le document. Donc, il a dû l'expliquer avec un PowerPoint aux experts de l'ONU, aux responsables du Conseil de sécurité devant le comité de sanctions. Donc, ça vous donne une idée. Donc, l'Occident profite aujourd'hui de cette prédation en signant un protocole d'accord avec le Rwanda pour l'exploitation des ressources naturelles, des minerais critiques. On comprend bien que c'est le Congo qui est touché. Et comme l'a dit un expert américain que je cite dans le livre, la stratégie des Occidentaux revient à confier au Rwanda le leadership économique dans la région des Grands Lacs au détriment du Congo producteur de richesses. Quel est l'intérêt? C'est d'acheter des matières premières à vil prix. À vil prix et d'avoir accès à ces matières critiques. Parce que l'Europe n'en a pratiquement pas. Ils peuvent l'acheter directement auprès de la RDC. Oui, mais là, c'est une autre question aussi. Je crois qu'il faut aussi reconnaître que du côté congolais, il y a un désordre qui ne dit pas son nom. Il y a aussi une mauvaise gestion de la chose publique, y compris de nos minerais, qui fait qu'aujourd'hui, les Occidentaux préfèrent aussi passer par le Rwanda. Ça, c'est l'autre face
de la médaille qu'on ne relève pas. Mais en gros, on profite quand même du chaos qui règne en RDC pour continuer à avoir à vil prix les ressources naturelles qui sortent de ce pays. Précédemment, le président congolais a menacé ouvertement le président Kagame d'un conflit éventuellement militaire entre les deux pays. Qu'est-ce que tu as pensé de cette sortie? Bon, moi j'ai écouté Félix Tshisekedi, il avait dit à la moindre escarmouche, nous allons attaquer le Rwanda. Bon, encore une fois, moi je pense qu'un chef d'État, je peux comprendre hein, sa frustration parce que Félix Tshisekedi, c'est quelqu'un, quand on analyse bien sa posture, c'est quelqu'un qui parle beaucoup avec son cœur. Il y a beaucoup d'émotions, beaucoup de sentiments, de ressentiments par rapport à tout ça, mais je crois qu'un chef d'État ne doit pas s'exprimer de cette manière. Surtout si au final, on ne prend pas des décisions qui vont dans le sens de ce qu'on a promis de faire, je crois. Mais je comprends sa frustration. Quand il le dit, il faut aussi comprendre qu'il y a des milliers, des centaines de milliers, voire des millions de Congolais qui le soutiennent dans cette posture-là. Parce que les gens en ont assez quand même des aventures rwandaises à l'est du Congo qui font non seulement qui a fait 2 millions de morts, mais aujourd'hui on parle quand même de plus de 5 millions de déplacés internes en RDC à cause de cette guerre. Est-ce que la RDC a les moyens de sa politique? Je crois que oui. Moi, je pense que la RDC a les moyens de sa politique, mais est-ce qu'il y a une vision au sommet de l'État? C'est ça la vraie question, parce que les ressources humaines sont là, les ressources matérielles sont là, mais c'est la vision qui doit accompagner tout ça, qui, de mon point de vue, manque d'une certaine manière. Comment tu interprètes la fermeté du président congolais que l'on trouve maintenant et qui n'était pas là lors de son premier mandat? C'est que j'ai cru comprendre parce que d'ailleurs dans mon livre, je reviens beaucoup sur les relations entre Félix Tshisekedi et Kagame. Les deux hommes étaient quand même très proches après l'arrivée de Félix Tshisekedi au pouvoir, à un point tel que certains considéraient Félix Tshisekedi comme le pantin de Kagame. Mais je crois qu'il y a eu du côté de Félix Tshisekedi et du pouvoir congolais une sorte en fait, de déception, surtout du côté de Félix Tshisekedi, une déception profonde, surtout quand Kagame a plus d'une fois affiché un comportement condescendant à son égard. Et je crois que Félix n'a pas supporté ça, et raison pour laquelle il se montrait intraitable à l'égard du Rwanda. Il se montre aujourd'hui intraitable à l'égard du Rwanda et de son président. On est là quoi, face à un problème personnel, un problème d'ego? Je ne dirais pas nécessairement un problème personnel, mais je crois que avoir soutenu le Rwanda comme il l'a fait, s'être rapproché de Kagame comme il l'a fait, pour au final obtenir une guerre d'agression inutile soutenue par le même Rwanda, ça laisse des traces quand même, ça de soi. Ça, je pense que Félix Tshisekedi n'a pas supporté ça. Il l'a même dit, je reprends d'ailleurs ses propos dans le livre, quand il dit que j'étais poignardé dans le dos. Et généralement, on le dit quand on est victime d'un comportement émanant de quelqu'un qu'on estimait proche. Que dire donc de ces marques telles Apple qui sont présentées comme étant des entreprises vertueuses dans le monde entier et qui profitent de cette exploitation? Mais derrière le développement de l'Occident, il y a quand même du sang. Il y a des centaines de litres de sang. Il y a des désastres. Ça, on le sait. On n'a pas besoin de le dire. Je dois quand même dire que l'une des manifestations du capitalisme, c'est l'esclavage. Donc, quand on a dit ça, on comprend mieux dans quelle dynamique s'articule quand même le progrès ou la prospérité de l'Occident. Et donc, les marques comme Apple jouent leur partition dans ce monde, dans cette globalisation où les entreprises sont devenues extrêmement puissantes, beaucoup plus puissantes même que les États. Et les États, aujourd'hui, travaillent pour ces compagnies. Si vous regardez, par exemple, l'histoire de la CIA, qu'on appelait l'ESS à l'époque, la CIA avait été conçue en fait pour défendre les intérêts des capitalistes privés et des capitalistes américains. Et donc, aujourd'hui, les États fonctionnent de cette manière-là en Occident. Ils défendent les intérêts de leurs groupes privés qui sont puissants. Et on préfère sacrifier des vies entières, on préfère parfois disloquer, déstabiliser des États, quitte à les balkaniser pour atteindre ce type d'objectif. Donc moi, le comportement de Apple ou de toutes ces entreprises qui profitent des différents conflits à travers le monde, en général, en RDC en particulier, ne me surprend pas. Donc, elles sont dans leur rôle, c'est comme ça que ça fonctionne le système capitaliste dans le monde occidental. Alors, d'après les dires du président congolais, tout ceci se passe avec l'hypocrisie, effectivement, des dirigeants, mais et les médias. Oui, mais c'est encore une fois,
Bon, j'en ai parlé. Quand vous analysez la posture médiatique des médias occidentaux pendant les guerres du Congo, les différentes guerres du Congo, vous apercevez que c'est une posture qui s'aligne d'abord sur le narratif des dirigeants occidentaux. Et c'est important de le rappeler. Les médias s'alignent sur les positions officielles de leurs pays respectifs, qui vont souvent dans le sens des intérêts de ces pays-là. Donc, je ne suis pas surpris par la posture de ces médias. Regardez en France, même quand on aborde la question de l'exploitation des ressources naturelles en RDC, on dit oui, le Rwanda et tout, mais très rarement on va parler quand même du rôle des intérêts occidentaux qui profitent quand même de cette guerre. Si vous lisez le rapport Mapping des Nations Unies, on aborde le rôle du Rwanda dans les massacres de populations civiles congolaises et rwandaises. Mais on fait très peu allusion à certains, à la présence des groupes privés qui ont pris part à la guerre d'une manière ou d'une autre. Parce que je rappelle quand même qu'en 1996, quand la guerre a commencé, il y avait des multinationales occidentales qui étaient impliquées. Laurent Désiré Kabila, qui était à l'époque soutenu par le Rwanda, avait d'ailleurs, il avait reçu 50 millions de dollars en soutien d'une multinationale qui s'appelle AMFI, American Mineral Field, qui appartenait à l'époque à un proche du clan Clinton, Jean-Raymond Boule. Donc, la compagnie Lunding aussi était impliquée. Il y a plusieurs compagnies qui ont été impliquées dans les différentes guerres du Congo. Pourquoi c'est Félix Tshisekedi qui s'en plaint et ses prédécesseurs? Joseph Kabila avait une posture. D'abord, c'est quelqu'un qui ne parle pas déjà de nature et qui avait une posture qui laissait songeur en RDC. Les Congolais se sont longtemps posé la question sur le rôle de leur propre président dans ce qui se passait. La connivence avec le Rwanda, cet objectif de partage de richesses avec le Rwanda, tant prisé en Occident, notamment à Washington et à Paris, parce que Sarkozy l'avait demandé, avait parlé de ce partage de richesses. En fait, une façon une façon détournée de légaliser ou de légitimer la contrebande des ressources naturelles congolaises par le Rwanda, tout ça. Oui, Kabila a été assez distinct et avoir de commentaires à ce propos. Ce qui n'est pas le cas de Félix Tshisekedi. Maintenant, je dis maintenant parce que par le passé, lui aussi, il a eu parfois à cautionner les positions du Rwanda. Félix Tshisekedi a permis au Rwanda d'opérer sur le territoire congolais, il ne faut pas l'oublier. Je pense que c'est la rupture des relations entre lui et Kagame découlant du soutien M23, mais aussi de la condescendance de Kagame à son égard qui permettent de comprendre aujourd'hui sa position dans ce dossier. Le discours du président congolais vient un peu être dans la même teneur que les discours des présidents de l'AES, Oui. les discours des dirigeants du Sénégal. Cette nouvelle manière de s'exprimer qui est très propre aux Africains, parce qu'on n'entend pas les dirigeants du reste du monde parler de cette manière sans diplomatie, on va dire. Est-ce que c'est de bonne ou de mauvaise augure? Mais ça dépend de comment on voit ça. Moi, je pense que si j'analyse les propos de Félix Tshisekedi sur le rôle de l'Occident, la position de la RDC par rapport à la Russie ou la Chine, je peux dire que je suis totalement d'accord avec lui. Ce qu'il a dit, c'est un secret de polichinelle. On ne peut pas. En fait, le problème, c'est que nous sommes à une ère, comment je pourrais appeler ça? C'est la révolte des frustrés. C'est comme ça que je peux appeler ça. C'est-à-dire que des décennies de condescendance, de marginalisation, de mépris ont fini par engendrer ce que nous observons aujourd'hui. Et sur ce point-là, je suis totalement d'accord avec Félix Tshisekedi quand il dit que le Congo n'a pas besoin de l'avis de l'Occident pour traiter avec la Chine ou la Russie, surtout que l'Occident traite avec ces pays-là. Donc, on ne peut pas faire la leçon aux États africains alors qu'on passe son temps à discuter avec les mêmes grandes puissances que sont la Russie ou la Chine. Je rappelle que l'ambassade des États-Unis à Moscou est ouverte et vice-versa aussi. L'ambassade de la Russie aux États-Unis est ouverte et les chefs des services de renseignement de ce pays se parlent malgré la guerre par procuration qu'ils se livrent en Ukraine. Donc pourquoi est-ce qu'on va interdire aux Africains d'entretenir des relations avec ces pays-là? Et sur ce point-là, je suis totalement d'accord avec Félix Tshisekedi et même je suis d'accord aussi avec tous les chefs d'État qui pensent que l'Afrique devrait se soustraire de l'étouffante tutelle des pays occidentaux. Alors, il est dit très clairement que justement, les pays africains collaborent avec des pays qui ne sont pas des démocraties. Cette notion de démocratie intervient beaucoup.
Oui, mais en fait, la démocratie est devenue un fourre-tout. C'est un peu comme la mission civilisatrice à l'époque coloniale. Moi, je suis souvent... Oui, mais parce qu'aujourd'hui, quand vous analysez la posture des dirigeants occidentaux, même des médias occidentaux sur plusieurs grandes questions internationales, on vous rappelle que, oui, mais nous sommes une démocratie pour dire qu'en fait, nous, ce que nous faisons, par essence, est bon. Donc, même si nous tuons des gens, nous le faisons pour une bonne cause. Regardez ce qui se passe aujourd'hui à Gaza. Qu'est-ce qu'on nous dit dans les médias français? Il ne faut quand même pas oublier qu'Israël est une démocratie. Quand la Cour pénale internationale demande un mandat d'arrêt contre Benjamin Netanyahu et les dirigeants du Hamas, on dit on met sur un même piédestal le Premier ministre d'une démocratie et un gouvernement et un groupe terroriste. Qui a dit que le Hamas est un groupe terroriste? C'est l'Occident, c'est pas le reste du monde. Et donc, on ne peut pas utiliser constamment le mot démocratie pour imposer aux autres une certaine idéologie, ça ne marche pas. Et je ne suis pas d'accord avec ça. Moi, je crois qu'il faut aussi se soustraire de cette façon de voir les choses. Les Africains ont leur propre manière d'aborder des questions qui les concernent en fonction de leurs intérêts. Bien entendu, il y a des critiques à faire sur la gestion de nos États. Mais on n'accepte plus que cela nous soit imposé de l'extérieur parce que nous avons vu c'est que la démocratie, entre guillemets, apporte au pays africain depuis 90. Je dois quand même rappeler que ceux que nous disent d'être des démocrates sont ceux qui ont soutenu quand même des autocrates sur le continent africain. Et ceux qui ont soutenu aussi des autocrates ailleurs à travers le monde. Je rappelle que les États-Unis ont renversé, pendant la guerre froide, tous les gouvernements démocratiques qui défendaient les intérêts de leur pays au détriment des intérêts américains. Donc, le discours sur la démocratie est quand même une escroquerie intellectuelle. Merci beaucoup pour cette première partie consacrée aux propos du président congolais Félix Tshisekedi. Nous aurons l'occasion de revenir dans une seconde partie pour aborder d'autres thématiques ensemble. Au plaisir.